Mais je vous proposais de passer à la cinquième et dernière organisation étudiante présente ce matin. Et nous avons avec nous Alice Fouragnan, qui est responsable de la commission égalité des genres du Bureau national des élèves des écoles de management. Même question. Avant de poser effectivement tes questions aux intervenants et intervenantes, peux-tu nous présenter en quelques mots le BNEM? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, le Bureau national des étudiants en école de management, également appelé BNEM, est une jeune association créée en 2020 qui est pilotée par un conseil d'administration composé d'élèves issus d'une vingtaine d'écoles de management. Notre association elle a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de représenter et de défendre les intérêts de l'ensemble des étudiants issus de la filière école de management auprès des instances de l'enseignement supérieur. Nos objectifs, c'est également de prendre position et d'agir sur les grands enjeux de notre temps, qui sont l'égalité des genres, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la prise en compte des enjeux écologiques et la diversité sociale. Nos questions, elles vont concerner les violences sexistes et sexuelles. La première concerne particulièrement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En effet, un sondage IFOP publié en 2018 expliquait qu'une femme sur 3 est victime d'harcèlement sexuel sur son lieu de travail durant sa carrière et que les cadres et les professions intellectuelles supérieures sont davantage victimes d'harcèlement sexuel. En considérant le fait que la majorité des élèves issus des grandes écoles vont exercer ces fonctions, est-ce que vous pensez que nos établissements devraient former et sensibiliser leurs élèves afin qu'ils ne soient pas de futurs auteurs de ces violences sexistes et sexuelles sur leur lieu de travail? Si oui, quelles sont les mesures qui devraient être mises en place afin que les élèves soient bien formés, toujours bien sensibilisés sur ces enjeux des violences sexistes et sexuelles en entreprise? Merci Alice. Je pense que c'est encore une question pour Vincenzo. Oui, si vous êtes oui, d'accord. oui. Et merci beaucoup Alice parce que la question est extrêmement, extrêmement importante. Et vous venez de le dire. Alors, la réponse est absolument oui. Nous avons clairement une responsabilité à prendre, à assumer dans la formation de nos étudiants sur ces sujets, tant par rapport à leur comportement pendant le temps qu'ils passent dans nos écoles, mais aussi par rapport à leur comportement, leur attitude, leur compréhension du problème quand ils sortent des écoles et vont dans le monde professionnel. Comme on disait déjà tout à l'heure, l'enseignement supérieur est la dernière étape avant l'entrée sur le marché du travail. Et donc, les questions du respect d'autrui en général, et de manière spécifique par rapport à la dimension que vous évoquez, du management inclusif, doivent être abordées et mises en pratique dans le cadre de la formation. Et là aussi, je reviens à mes mots-clés de 100% et 360 degrés. Ça concerne 360 degrés l'expérience que ces étudiants vivent pendant leur scolarité. Et le 100%, ça doit toucher tous les étudiants, mais aussi, en plus d'une formation spécifique, faire en sorte que ces sujets soient vraiment traités dans l'ensemble des cours, et notamment des cours fondamentaux. Ce n'est pas simple, mais ça démontre un engagement d'abord de l'ensemble de l'institution, dans l'ensemble des professeurs, même dans les disciplines qui ne sont pas forcément liées à ces sujets, mais qui, d'après, dans la vie pratique, sont quand même impactés par ces sujets. Et cependant, il faut aussi les envisager tout au long du parcours scolaire et dès les plus jeunes âges. Les établissements d'enseignement supérieur donc, doivent tendre à devenir des modèles d'organisation égalitaire et inclusive et surtout envoyer un message très clair aussi de tolérance zéro, je reviens sur ce mot, vis-à-vis des comportements discriminants ou déviants. Parce que les écoles, comme cellules de la société, elles ne sont pas épargnées aussi par ces cas, par ces événements. Donc, il faut rester très humble, mais rester humble n'empêche pas d'être extrêmement déterminé. Et donc, il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place et d'autres à venir, que ce soit faire en sorte aussi d'apprendre aux étudiants à libérer la parole, parce que c'est aussi un sujet, en plus de la formation, c'est aussi faire en sorte de libérer la parole, c'est aussi un sujet extrêmement important quand ils vont dans les entreprises, et parce que la formation n'est qu'une étape dans la prévention des VSS, et l'ensemble de la communauté éducative au sein de l'école doit aussi remettre en question les schémas dépassés, prendre conscience des biais cognitifs et œuvrer ensemble
pour ne pas entretenir des stéréotypes de genre ni de messages sexistes qui parfois sont là comme héritage du passé. Et ça, c'est vraiment pas tolérable. Et par ailleurs, je tiens aussi à saluer les associations étudiantes qui sont très souvent extrêmement impliquées dans ces démarches aux côtés de l'école et jouent un rôle extrêmement important. Donc, c'est comme pour les autres sujets, c'est un sujet à traiter ensemble avec chacun, bien évidemment, sa responsabilité, mais c'est vraiment dans une approche collective qu'on peut avoir un impact plus important. Merci Vincenzo. J'aimerais te poser une question à Élodie Bossan. En tant qu'employeur, est-ce que les questions du comportement éthique des collaborateurs est abordées en entretien? Et si oui, de quelle manière? Et puis, il y a peut-être deux autres questions complémentaires. Est-ce qu'une formation aux violences sexistes et sexuelles fait partie de votre processus d'intégration des nouveaux collaborateurs? Et aussi, à votre avis, est-ce que l'enseignement supérieur de la recherche devrait mieux former ses étudiants sur ces questions de violences sexistes et sexuelles? Et si oui, quelles sont les connaissances qui font le plus défaut, à votre avis? Alors, vaste question, puisque là, pour le coup, il y en a trois. Donc, je vais essayer de reprendre et de prendre le fil de ce que disaient Mademoiselle Fouragnan et Monsieur Minzi, et puis de remonter après pour arriver à l'entreprise. Nous, en tant qu'entreprise, c'est un lieu, on va participer à l'éthique de l'individu, mais on récupère des personnes, en bout de chaîne, qui ont eu 20 ans, une vie au préalable, avant d'arriver chez nous, où ils ont développé certaines visions du monde et certains comportements. Donc, du coup, il est vrai que l'école a une responsabilité là en termes de lieu de vie, d'apprentissage et de travail sur ce qu'une violence sexiste est faite aux femmes, mais sur bien la considération qu'on a de la femme, puisque si à l'école ils ont vécu, et dans le contexte familial et à l'école ils vivent un certain type d'expérience, si c'est un héritage avec lequel ils viennent en entreprise, nous on a un boulot à fournir derrière, mais on ne récupère pas des gens vierges de préjugés. Donc il est clair que l'école, au sens large, a une responsabilité sur ce thème-là, en répétant, puisque finalement il faut qu'il y ait une répétition, à mon sens, pour des messages et des expériences vécues pour réussir à changer les biais et permettre cette prise de conscience, cette réflexion sur qu'est-ce que le consentement, etc. Nous, côté Tenzing, donc effectivement, c'est des thématiques que l'on aborde. Donc nous, c'est des collaboratrices qui se sont emparées du sujet. Donc effectivement, plus vous avez de parité quand même dans une organisation, plus ces sujets sont traités aussi. En tout cas, il y a une libération de la parole qui est importante. Et c'est des points qu'on n'évoque pas. Alors, quand vous dites entretien, c'est pas un entretien d'embauche. Je veux dire, à ce moment-là, on ne l'évoque pas. Par contre, c'est des points qu'on aborde lors de ce qu'on appelle les points de coaching. Parce que nous, les collaborateurs, les collaboratrices sont en mission chez des clients. Donc, nous, on a deux moments où ça peut s'exercer. C'est chez le client. Et donc, on est responsable. Si elles sont victimes d'une VSS chez un client, c'est notre responsabilité d'employeur. Mais pour autant, il faut bien qu'elles se sentent en confiance de faire remonter l'information. Parce que là, il y a un sujet qui se pose. C'est qu'elles peuvent se dire, ça met en danger la mission. Donc, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? Donc ça, on les incite fortement à remonter, que c'est de notre responsabilité si un client a un comportement anormal, ou dès lors qu'elle juge que c'est anormal, c'est que c'est anormal. Donc, on le traite. On accompagne les managers à pouvoir récupérer aussi cette parole, parce qu'on peut être vite démuni, pas savoir qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais moi, en tant que DRH, ça me remonte tout le temps. Je demande à être toujours impliquée là-dedans. Parce qu'en fait, c'est pas tolérable et c'est pas possible d'avoir des collaboratrices, et puis même parfois ça pourrait choquer des collaborateurs. Nous, ça s'est pas posé, mais qui soient victimes de ce type foncièrement d'agression. Donc après, par contre, on a aussi des formations pour les collaborateurs sur qu'est-ce qu'un comportement sexiste, qu'est-ce que le harcèlement, où sont les limites, et puis d'accepter aussi les limites de chacun. On peut, selon être plus ou moins sensible, etc., mais c'est d'accepter que quand quelqu'un est heurté, il est heurté. Et puis après, il y a ce qui relève du légal, donc des comportements qui ne sont pas admissibles. Donc nous, c'est des points qu'on répète et qu'on aborde et sur lesquels on est vigilant
en permanence, qui sont abordés lors des points de passage de management, et avec une vigilance accrue sur les pratiques des clients, sachant que beaucoup sont signataires aussi de chartes et sont pour le coup sensibles. Quand on en fait des remontées de ce type-là, j'imagine qu'il y aurait des réactions. Mais quant au rôle de l'école, il est clair qu'il y a une mission majeure de contribuer à l'éthique, en tout cas une forme d'éducation de la jeunesse au respect, au respect des femmes et au respect d'autrui. Et puis, ce que je note aussi, chez nous, c'est peut-être parce que comme on a déjà une ouverture qui est très forte sur les sujets d'ouverture sociale, en fait, une fois que vous avez travaillé sur le rapport à l'autre, sur l'altérité, il est rare que vous ayez des comportements, quelqu'un qui serait hyper ouvert socialement et hyper, si vraiment il intégrait le sujet, hyper discriminant pour les femmes. C'est assez. En fait, on voit bien qu'une cause en entraîne une autre, et c'est c'est vraiment de ne pas avoir l'approche en silo. Foncièrement, l'enjeu, c'est de respecter quiconque là où il est, qu'il soit homme, femme, quel que soit le point. Et c'est en ça que je pense qu'il faut vraiment ouvrir, et pas qu'on doit spécifiquement aborder le sujet, mais en même temps de remettre ça dans quelque chose d'assez global, qui est vraiment le travail sur le rapport à l'autre. Merci Élodie pour ce message. Peut-être, Lise, tu avais une deuxième question à poser à ou un de nos intervenants? Oui, on avait préparé... Pardon, excuse-moi, Alice. J'ai dit Lise, mais c'est Alice, pardon. Pas de souci, pas de souci. On avait une deuxième question sur les violences sexistes et sexuelles, mais cette fois-ci au cours de la vie étudiante. On s'est appuyé sur le rapport de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, qui a été publié en 2020 et qui démontrait qu'un élève sur 5 ne sait pas faire la différence entre un viol, un cas d'harcèlement sexuel ou un cas d'agression sexuelle. Et le rapport démontrait également qu'il y a une forte demande des étudiants à être sensibilisés et informés sur le sujet. Suite à ces déclarations, on voulait savoir ce que pensait la CGE de ce qui devrait être mis en place par nos écoles et quel est son rôle au sein de la mise en place de ces mesures. Parce que comme l'a dit Madame Bossan, il est important de définir les termes, de faire des rappels à la loi sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. Mais nous voudrions savoir comment est-ce que la CGE pourrait encadrer la mise en place de ces mesures et accélérer leur mise en place qui sont parfois trop lentes. Merci Alice. C'est peut-être une question pour toi, Suzanne. Suzanne Allais. Merci. Oui, effectivement, ce qui me semble le plus important, c'est pas vraiment de savoir définir clairement et de manière juridique les différents types de violences sexistes et sexuelles. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse identifier ce que pour soi est acceptable ou n'est pas acceptable, et si on est dans une situation de difficulté, savoir vers qui on peut se tourner pour chercher de l'aide et pour aller plus loin, pour sortir de cette situation-là. Donc, je dirais que pour moi, l'important, c'est beaucoup moins sur la définition du type d'agression que sur la prévention et la prise en charge de ces situations. Je voudrais rajouter aussi par rapport à ce que Élodie a dit, elle a parlé du respect de l'autre, je rajouterais aussi l'importance du respect de soi et de se sentir légitime quand on dénonce une action de ce type-là, ce qui revient très très souvent dans le cadre des discriminations, c'est un sentiment de culpabilité, un sentiment de normalité d'être traité comme ça. Et je pense que là aussi, il faut que l'on travaille beaucoup là-dessus, bien sûr pour éveiller les consciences et pour expliquer quels sont les différents types de VSS, mais surtout pour que chacun se rende compte qu'il est légitime de réagir et que qu'on soit, entre guillemets, victime ou témoin, on doit porter la parole. Quand on arrive en fait à la cellule d'écoute, quelque part, on a déjà raté quelque chose au niveau de la prévention. Voilà. Et en ce qui concerne la position de la CGE, en fait, pour moi, la CGE est là en tant que fédérateur, en tant que catalyseur de l'ensemble des actions. Et le travail des groupes de travail, justement, c'est de mettre à la disposition de l'ensemble des référents des outils pour leur permettre de faire mieux leur travail. En tout cas, c'est mon point de vue.